Bonjour à vous et bienvenue dans la partie 3, chapitre 6. Mai-juin 2014, se libérer du passé. Début mai, une étape importante pour la famille était franchie. Je prenais la voiture et me rendais dans le sud-ouest, chez mes grands-parents. Le temps était venu de déménager leurs affaires, de les accompagner dans leur nouvelle demeure. Le temps aussi de découvrir tous les objets accumulés, de rouvrir des armoires, de faire ressurgir certains souvenirs. Nous nous sommes tous réunis pour cette phase cruciale. Je déblayais, triais, nettoyais. Dans le grenier, nous avons retrouvé une chaise d'enfant, celle que j'avais utilisée des dizaines d'années auparavant. Puis dans un tiroir, des photos de famille, les arrière-grands-parents, les parents, mon père à l'armée. Certaines images que je ne connaissais pas. Mon père avant ma mère, avant notre famille. Ma grand-mère ne pouvait pas trop marcher et nous attendait à la nouvelle adresse. Avec ma mère, mon frère et ma sœur, nous marchions, déballions, remballions, faisions des allers-retours incessants. Nous ne voyions pas la fin de ce va-et-vient. J'avais retrouvé le sourire, notre connexion se recréait peu à peu. Mon frère me faisait rire, en faisant des mimiques comiques. Ma sœur chahutait dans les poubelles. Je pleurais de rire et de désespoir en ouvrant la porte d'un débarras. Je découvrais pour la première fois certaines pièces dont la porte était cachée au fond du garage ou du grenier. J'avais l'impression de faire une chasse au trésor. Qu'allons-nous déterrer? Qu'allons-nous trouver là-bas, au fond? La véritable richesse se trouvait dans nos cœurs, dans nos échanges, dans nos souvenirs. Et dans la cave, la surprise des bouteilles rassemblées. Une quantité incroyable. Des bouteilles gardées pour les bonnes occasions et laissées au milieu des autres à attendre que l'on estime être le bon jour, le bon moment. Nous avons pris conscience du fait de profiter de l'instant présent. Il n'y avait pas vraiment de bon jour ou de bon moment. Pourquoi attendre le mariage de l'un, les enfants de l'autre, les diplômes? Être ensemble était déjà une raison suffisante pour partager un bon vin. Mon grand-père a donc ouvert quelques bouteilles, nous en a fait cadeau d'autres. Il a aussi entamé le partage des centaines de livres qu'il collectionnait. J'étais dans un autre monde. Je voyais la page de mon enfance se tourner complètement, mes souvenirs refaisant surface dans un patchwork d'images. Je voyais ma grand-mère diminuer de jour en jour. Elle me partageait des instants de sa vie. J'apprenais la vérité sur certaines histoires qu'elle nous avait édulcorées quand nous étions plus jeunes. Comme si elle sentait qu'il était temps de tout nous dévoiler. Les souffrances, la période de la guerre, les bêtises et les joies, son père et ses propres difficultés. J'écoutais, attentive. J'ai vécu une semaine d'intensité extrême. 7 jours dans le remue-ménage, dans le retour aux sources, dans les souvenirs et les retrouvailles, dans les anecdotes et les photos. Je reprenais de plein fouet ma quête de sens, mon envie d'être heureuse. Je rentrais, chargée de ces cadeaux inestimables, et partais à la rencontre d'une nouvelle association. Je découvrais les bénévoles de cette antenne lors d'un spectacle de danse à Menton. Et mon instinct m'a fait signe. Aider les enfants malades à réaliser leurs rêves. N'était-ce pas ce quelque chose qui te correspondait? N'était-ce pas une cause à laquelle tu étais sensibilisée? Je décidai de m'engager avec eux, de participer à des séances de papier cadeau pour collecter des fonds, de tenir un stand lors d'un événement à Sainte-Maxime. En parallèle, je me réinscrivais pour une nouvelle mission au Cambodge en septembre. J'étais toujours en contact avec la chef de notre mission précédente et j'ai sauté sur l'occasion de repartir. Je sentais que mon âme et mon cœur me poussaient là-bas. Je commençais aussi à assister à des conférences de développement personnel. Je me suis mise à écouter et lire des informations sur l'ouverture au changement, sur le positif et la gestion des peurs. Je me sentais bien. À cette époque, j'hébergeais un copain dans mon appartement. Je redécouvrais les joies de la colocation, des soirées à discuter et rire de nos journées respectives. Je faisais de plus en plus de randonnées le week-end, continuais les soirées de jeux de société avec des amis. Je profitais de la vie, mais faisais maintenant de la place pour des moments en solitaire. Je n'avais plus peur d'être seule, au contraire. Je savourais ces instants, je réfléchissais, me remettais en cause. Je voyais un peu plus régulièrement ma voisine, et l'on partait en discussion philosophique, en échanges enrichissants. L'été se rapprochait à grands pas. Au fur et à mesure, mon départ au Cambodge me réanimait l'esprit. Et au travail, les soucis, les questionnements s'enchaînaient. J'arrivais à gérer le présent. Je connaissais le sujet, le métier et les membres de l'équipe.
mais de nouveaux changements se profilaient à l'horizon. Notre métier allait devoir se diviser. La transformation était sur le bout de tous les lèvres. L'équipe en a entendu parler et en avait peur. Je devais les rassurer, tout en ne sachant pas vraiment moi-même ce qu'il adviendrait. Nous continuions notre collaboration avec les États-Unis, les réunions un peu tendues avec d'autres divisions, les problèmes politiques. J'arrivais à sortir la tête de l'eau dans ma vie personnelle. Je retrouvais un équilibre et un sens à me lever le matin, mais au travail, le rythme était soutenu. Mi-juin, je montais à Paris. Je passais la journée avec mon frère à découvrir le premier arrondissement sous forme d'énigme. J'adorais flâner dans les rues à la recherche d'un tableau, d'une statue ou d'un mot sur la devanture d'un magasin. J'arpentais la ville en riant et en apprenant. Le soir, je rejoignais ma sœur pour assister à un événement où j'allais retrouver les copains d'Afrique du Sud. C'était également une belle occasion de rencontrer son petit ami. La soirée était superbe, je la voyais heureuse, chanter et danser. Je décidai de faire de même et profiter de l'ambiance. Le lendemain, nous passions une journée dans un parc d'attractions à crier, courir et manger. Sans prise de tête, en faisant des manèges à sensations. J'oubliais tout. J'étais, tout simplement. Je me rendais ensuite à Toulouse pour retrouver, après plus d'1 an, mes copines toulousaines. Cela faisait longtemps et je me rappelais encore de la dernière fois que je les avais vues. Cet événement avait marqué la prise de conscience que j'étais en train de changer. En changeant, je modifiais de manière inconsciente la perception des autres et nos interactions. J'étais sur un chemin où j'avais fait la paix avec le fait d'être célibataire. J'étais heureuse de l'être, vu toutes les questions existentielles auxquelles je répondais depuis quelque temps. J'acceptais aussi le fait de ne pas suivre la route socialement imposée pour une trentenaire, le boulot, le mariage, les enfants. Et surtout, j'arpentais ce chemin de la découverte de soi, des autres, de la vie, du sens des choses. Presque l'avant-goût de la liberté. Je posais le pied dans le sud-ouest avec ses pensées libérées. Je n'étais plus le plus petit vilain canard renfrogné qui avait peur et qui culpabilisait de ne pas avoir d'enfant. J'ai parlé de mon voyage humanitaire, de mes rencontres, de mes histoires sentimentales plus ou moins longues. Je respirais le mieux-être. Ils le sentaient. Je le voyais dans leurs réactions, dans leurs questions. J'étais venue pour la pendaison de crémaillère d'une amie. À cette occasion, elle avait invité des dizaines de personnes, des gens de mon passé, qui ne me calculaient pas forcément. Ce soir-là, je me sentais bien dans ma peau. J'étais sur la route de mon évolution et j'ai eu la surprise de voir certains venir me parler, échanger, rire avec moi. 2 années auparavant, j'avais passé le même type de soirée seule près du saladier de Ponche. Voilà ce chapitre 6, qui est un chapitre assez magique pour moi quand je me rappelle de ce moment de ma vie, parce qu'il aborde le fait de pouvoir voir de manière perceptible les changements intérieurs qu'on a faits. Je m'explique. Premièrement, je reviens sur la fin du chapitre, donc le fait que je retourne 1 an et demi après à Toulouse, où j'avais eu une telle difficulté la fois précédente, et où je me sentais vraiment très très mal d'être là. Pourquoi? Parce que ça faisait naître un mal-être, ce mal-être intérieur que j'avais depuis un moment, et puis le deuil qui faisait ressurgir vraiment ça. Là, j'y retourne et je ne suis pas du tout dans la même perspective, dans le même état d'être, tout simplement. Je suis dans une phase où, grâce au chapitre 5, où je prends conscience de ma solitude et du fait que je ne m'aime pas moi, et donc que ce serait difficile d'aimer quelqu'un. Et donc, je me mets à accepter le fait d'être célibataire et de savoir pourquoi, parce que je sais que j'ai envie et besoin de me trouver et de m'aimer moi-même avant. Eh bien, j'ai fait ces choix conscients de me dire, je sais pourquoi je suis là maintenant. Je sais pourquoi je suis bien d'être célibataire actuellement. Je sais que je suis en train d'aller goûter à la découverte de moi-même, au voyage, à, à cette liberté de finalement pouvoir suivre mes instincts et mes intuitions au moment où elles viennent.
Et donc, je repars à Toulouse en ayant ce sentiment de mieux-être. Et évidemment, ce qui est génial, c'est que ma vibration intérieure, ce que je ressens, la manière dont je suis est différente, évidemment, de la fois d'avant, est différente de la manière dont je me sens par rapport à toutes mes années précédentes avec ce groupe d'amis, enfin ce groupe d'amis et de personnes. Et donc, je vibre et je rayonne de manière complètement différente. Et c'est très agréable c'est ce point-là que je veux vraiment, je veux mettre l'emphase, c'est de prendre conscience par les choses extérieures de notre changement intérieur. C'est-à-dire que des personnes qui ne me, je le dis, hein, qui ne me calculaient jamais, qui ne venaient jamais me parler, avec qui de toute façon je me sentais pas spécialement bien, et bien là, je me sens bien parce que je j'ai rien à leur prouver. Je sens que voilà, je suis bien avec moi-même, j'ai rien à leur prouver. Alors je ne suis pas dans le même cheminement qu'eux, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, voilà. Et en même temps, je me sens vraiment bien là où je suis à ce moment-là. Eh bien, la tension que je pouvais ressentir en étant avec eux précédemment, là, j'ai plus cette tension-là. Eh bien, ça crée un espace de rencontre où, eh ben, ils viennent me voir. Et nous discutons, nous pouvons dialoguer. Je me sens vraiment alignée en fait avec moi-même et dans comment je pourrais dire, dans l'amour du chemin que je suis en train d'arpenter, qui n'est pas le même chemin qu'eux et c'est parfaitement OK. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique de s'en rendre compte parce que c'est comme si on recevait euh, des confirmations extérieures de notre changement intérieur. Je le dis d'une manière différente à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Ce, ce chapitre marque également la clôture un petit peu de l'ancienne maison de mes grands-parents et donc de plus de 30 ans de souvenirs dans ce lieu, en fait, chez mes grands-parents, où j'allais tous les étés. J'y passais 2 mois, où eh bien, je me suis construite aussi en tant que personne, où j'ai vécu beaucoup de choses avec mes grands-parents, avec mes frères et sœurs, avec mes parents. Et donc, on revit, on ouvre des tiroirs, on ouvre des placards, et on découvre même des pièces qui nous étaient inconnues. Donc, de nouveau, on rentre là dans le fait d'entrer dans le passé avec un regard différent. C'est également un moment de retrouvailles familiales avec une autre perspective de retrouvailles. Et là, les relations, typiquement avec ma sœur, qui est dans le chapitre 5, c'était pas trop ça. Et bien là, en fait, en mettant du temps, parce que honorons aussi le temps, accueillons le temps qui permet en fait doucement d'apaiser les choses, qui permet de voir la situation sous le point de vue de l'autre, qui permet faire retomber la, les choses et qui finalement, ben, on reprend le chemin petit à petit ensemble par des petites choses, par des retrouvailles, on retrouve la complicité qui est présente parce que cet amour qu'on a les uns pour les autres, il est là, il est présent et puis parfois il est étouffé ou masqué par certaines choses, mais il est toujours présent. Et donc on repart et on reconstruit petit à petit sur des nouvelles bases. Et finalement, tant mieux parce qu'on rebâtit sur des bases qui sont plus en lien avec qui j'étais en tout cas à ce moment-là. Alors je ne dis pas que pour recréer des choses sur des nouvelles bases, il y a besoin de détruire des relations. C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, dans le changement qui s'est infusé en moi, eh bien de me rendre compte de l'importance de la relation et puis de l'importance aussi d'exprimer un peu plus ce qui se passe en moi pour pouvoir voir et pouvoir être heureuse pour elle et pour les gens que j'aime, eh bien, c'est passé dans cet exemple-là par le fait de faire tomber certains masques et de me rendre compte de certaines choses en moi. Également, dans ce chapitre, j'aborde le fait que je trouve ce petit quelque chose
qui me fait vibrer. C'est-à-dire, je rentre en contact avec une association qui qui œuvre pour réaliser les rêves des enfants malades. Et, et je me sens vibrer parce que je me sens, à ma petite échelle, je me sens dans le fait de donner et d'œuvrer. Et c'est dans certains courants spirituels, même dans beaucoup de courants spirituels, c'est le chemin du don, le fait de donner du temps et de la notion un peu aussi de dévotion. Dans les chemins en Inde, ce qu'ils appellent aussi les chemins du yoga pour aller dans l'éveil, il y a plusieurs manières d'atteindre l'éveil. Et il y a une manière qui est liée sur l'action, karma yoga, il y a une manière qui est liée sur la connaissance, et puis il y a une manière qui est liée à la dévotion, au fait d'être dans le don désintéressé. Eh bien, dans mon chemin, je me suis rendu compte en fait que ces moments où j'étais dans le don, euh, mais dans un don qui finalement, en donnant, je reçois tellement. Je dirais même presque que je reçois plus que ce que je donne, c'est intéressant. Je donne et en même temps je reçois parce que je me connecte à l'âme du monde, je me connecte à qui je suis et je dis pas qui je suis, c'est quelqu'un qui sauve les autres, pas du tout. Mais je me connecte à qui je suis et en fait, vous parlais dans un chapitre, c'est cette notion de l'essence d'amour, de l'essence du fait d'être connecté à l'autre, du don et de l'échange en fait, cette connexion, de cette union, de cette unité les uns avec les autres. Et donc je découvre ça. Ce qui me permet en fait de mettre dans mon quotidien sur la Côte d'Azur un petit bout de moi que j'avais découvert à l'extérieur, c'est-à-dire dans des voyages à l'étranger. C'est petit et c'est le début de quelque chose et c'est nécessaire de le savourer parce que les grands changements viennent par les petits changements. C'est ces petits trucs qui sont pas petits finalement, hein, parce que ce changement de me mettre dans une association, ben, ça me, ça génère un énorme changement, un énorme courage aussi d'accepter et d'accueillir ça à l'intérieur. Et c'est un, pardon, et c'est un moment qui est fort parce que ces petits pas que l'on fait, ces pas que l'on fait, nous paraissent énormes et en même temps sont si petits et en même temps sont si grands. C'est vraiment le grand et le petit, les deux se mêlent pour en fait derrière ces pas-là que j'ai fait à ce moment-là. C'était des espèces de petits pas de poussée pour m'amener là où je devais être quelques années après. C'est, c'est assez magique. Quand on commence, et c'est pas là, le truc, c'est qu'on les voit pas au moment où on les fait. On les voit en se retournant des années après ou des mois après et en se disant, ah ouais, ce pas-là que j'ai fait, il est décisif. Et pourtant, il avait l'air si petit. Il y a également dans ce chapitre la projection vers le futur, c'est-à-dire qu'il y a une projection anticipatrice agréable et positive de repartir au Cambodge et de, de sentir que j'y vais parce que je sens que quelque chose là-bas euh, m'attend, mais dans le sens est important pour moi. Il est important que j'aille là-bas et c'est un peu un appel de cœur incompréhensible. Il n'y a pas de logique derrière. Il y a cette espèce d'appel de cœur qui dit tu dois y aller. Il faut que tu y sois. Il y a quelque chose. Et là, et en tout cas, de plus en plus, avec le chemin que je parcours dans cette histoire, je me rends compte que je suis de plus en plus attentive à ces moments-là et que je les suis. Alors parfois, c'est plus compliqué que d'autres pour certains aspects, mais globalement, j'essaie de les suivre le plus possible. Et effectivement, vous verrez plus tard que le fait d'aller au Cambodge va également être un pas décisif
pour mon chemin, pour mon cheminement. Voilà, je pense que si j'ai un dernier truc à transmettre par rapport à ce chapitre 6, c'est par rapport au titre, se libérer du passé. En fait, ce n'est pas tellement se libérer du passé, c'est voir le passé en enlevant les charges émotionnelles attachées au passé. C'est typiquement dans ce chapitre, il y a au moins deux choses, trois choses qui sont en lien avec le passé. Le premier, c'est évidemment le déménagement de mes grands-parents. Donc là, il y a plus de 30 ans, et même plus que 30 ans, il y a les années d'avant, tout ce qui est transgénérationnel. Ma grand-mère qui nous raconte enfin la véritable, en tout cas, la version non édulcorée de son passé, et qui nous fait comprendre certaines choses. Et donc le fait de délier les langues, en fait, de juste verbaliser et puis bah, apaiser, soulager les non-dits, les choses qui n'ont pas été exprimées. Le deuxième, c'est vis-à-vis de ma sœur, donc le passé très court, où on a eu cet accrochage quelques mois auparavant, un mois et demi avant, et où, eh bien, on réentame le chemin de guérison de notre relation. En tout cas, c'est la manière dont je le perçois. Il y a la troisième, c'est le passé vis-à-vis, donc sur un an, vis-à-vis de comment je me sens à Toulouse avec ses amis. Et puis enfin, la petite note intéressante, c'est de célébrer les moments, de nouveau, ça je le dis souvent et régulièrement, célébrer les moments d'être ensemble. Et ça se voit par le passé vis-à-vis de l'accumulation de ces bouteilles de vin que mon grand-père avait accumulées, qui étaient magiques, magnifiques, et qui, eh bien, en fait, on se retrouve là avec toutes ces bouteilles qu'on avait toujours mis en mode on les ouvrira plus tard, on les ouvrira quand l'occasion se présentera, on les ouvrira quand ce sera le bon moment. Mais en fait, le bon moment, c'est quoi un bon moment? Je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus. C'est quoi le bon moment pour ouvrir une bouteille? Avec des amis, avec de la famille, avec soi-même aussi parfois. C'est quoi le bon moment? Est-ce que ce n'est pas, à la fin, attendre le bon moment fait qu'il ne vient jamais? Parce que finalement, le bon moment, il est toujours là, il est maintenant. On revient à cette notion de l'instant présent. Donc je vous souhaite de savourer les bons moments présents. Et pour les moments que vous pressentiriez être mauvais, de les savourer quand même, parce qu'ils sont peut-être générateurs d'un changement intérieur tellement grand que derrière, vous allez être dans une rayonnance telle, pas de temps qu'à faire, savourez maintenant. Je vous souhaite de savourer ces moments. À bientôt.